Sur ce, je retrouve notre panel d'analystes, Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie Montpetit et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre. Bonjour, bonjour. Je commence avec la rencontre des ministres des Finances sur l'Alberta qui menace de se retirer du régime de retraite du Canada. Farouk, est-ce que les Canadiens doivent prendre ces menaces au sérieux? Je crois qu'on doit y porter attention. Madame Smith, la première ministre de l'Alberta, est fraîchement élue avec un nouveau mandat. Elle semble en faire une priorité. Je crois que ça s'inscrit dans la longue tradition des politiciens albertains qui demandent plus d'Ottawa, qui récoltent des appuis politiques dans leur province en se battant contre Ottawa. On connaît ça aussi au Québec. Donc ça fait partie des calculs de Madame Smith. Maintenant, sur le fond des choses, à première vue, les Albertains ne sont pas très chauds à l'idée. Les travailleurs, la Chambre de commerce, l'opposition non plus. Donc, ça part mal pour Mme Smith, qui devra faire un long travail de persuasion pour convaincre ses propres électeurs. Ouais. Cette rencontre fédérale-provinciale, évidemment, ça s'ajoute à d'autres pommes de discorde avec les provinces. On a juste à penser aux effets du recul partiel sur la taxe carbone et la levée de boucliers que ça a soulevé dans certaines provinces. Marc-André, comment vous qualifiez les relations du gouvernement Trudeau avec les provinces, justement? Elles ne sont pas très bonnes actuellement. Madame Freeland n'a pas beaucoup d'alliés présentement autour de la table des ministres des Finances, et M. Trudeau également n'a pas beaucoup d'alliés au sein des premiers ministres à travers le pays. Donc actuellement, et on le voit comment l'annonce sur le taxe sur le carbone a fait mal à M. Trudeau sur sa crédibilité environnementale. Puis également, on voit les premiers ministres dans chacune des provinces qui demandent aussi à leur tour d'avoir leur dû, qu'on enlève la taxe sur le carbone, sur le gaz naturel, exemple, qui est abondamment utilisé en Ontario. Donc, ça place M. Trudeau dans une drôle de position, et c'est certain que l'ensemble des provinces, surtout ce que des premiers ministres conservateurs, on va essayer d'aller au bout de l'exercice pour avoir également le même traitement que ceux qui se chauffent au mazout. Oui. Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce qui est de Mme Smith, de l'intention de se retirer du régime de retraite, ça s'inscrit dans sa volonté un peu d'indépendance, un peu sa marque de commerce aussi, comme ministre, Alberta First. Donc, l'Alberta est riche, on a du pétrole, on n'a pas besoin des autres, on n'aime pas la taxe carbone. Donc, je pense que c'est un peu, c'est ça, ça va dans son message. Une fois qu'on a dit ça, moi, je suis curieuse de voir la suite des choses, parce que, Farouk disait, il va falloir qu'elle convainque son électorat, mais aussi elle travaille. Elle se base sur des études qui n'ont pas l'air très rigoureuses quand elle dit que 53% de la cagnotte reviendrait à l'Alberta, appartient à l'Alberta si ils devaient justement faire leur propre régime de retraite. Mais plus largement, pour ce qui est des relations de Justin Trudeau avec les provinces, c'est un peu ce qu'on se dit la semaine dernière, justement, effectivement, la taxe carbone, ça crée vraiment une brèche dans laquelle les autres premiers ministres des autres provinces se sont lancés en se levant la main, en disant nous aussi, on veut que nos électeurs aient un peu d'air, qu'on enlève la taxe carbone sur le gaz naturel, entre autres l'Alberta, l'Ontario qui l'ont demandé. Mais c'est pas anormal ce genre de dynamique-là non plus, mais Justin Trudeau continue d'être quand même en difficulté. Oui. Gilles Duceppe, si on regarde ça de façon générale, je dirais, dans son ensemble, comment vous trouvez que le gouvernement Trudeau gère ses relations avec les provinces de votre côté? Je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation. On met plus d'importance sur l'image que sur le fond des choses. D'ailleurs, il y a toujours cette formule, on est là pour vous, on est là pour vous. Il a même dit à un moment donné, on est là pour être là. Donc, ça en dit long. Mais plus fondamentalement, je pense qu'il y a un problème dans la Constitution du fait que le fédéral a un pouvoir de dépenser dans toutes les compétences, même celles qui ne sont pas les siennes. Alors ça, c'est un problème. Et deuxièmement, il y a le flou dans les compétences partagées. Je ramène un exemple que j'apportais souvent, les pêches. Le poisson hors de l'eau est de compétence provinciale, sous l'eau fédérale. Alors, il y a ce curieux moment où la tête du poisson est provinciale et la queue est fédérale. Donc, ça complique les choses. Un petit peu. Parlons maintenant de la visite du premier ministre Trudeau à Washington. Évidemment, ça survient alors qu'on apprend que les ressortissants canadiens seront évacués de la bande de Gaza à partir de dimanche. Farouk, à quel point la pression était forte sur le gouvernement Trudeau pour avoir des résultats rapidement?
La pression était forte. Elle va continuer d'être forte dans les semaines à venir parce que ça va être, et c'est une bonne nouvelle qu'on puisse récupérer les otages qui sont pris là-bas. Mais au-delà des otages canadiens, qui est un enjeu de cette guerre-là, il y a d'autres enjeux politiques que M. Trudeau devra faire face. À l'international, le poids est ce qu'il est. On fait ce qu'on peut en allant visiter les Américains notamment. Mais surtout, M. Trudeau sera confronté ultimement ici à la maison au Canada à une division certaine plus cette guerre-là avance. Et ça va marquer beaucoup plus son gouvernement dans les prochains mois à venir. Oui. Marc-André, M. Trudeau a eu quand même un tête-à-tête informel, je dirais, avec le président Biden. Le but, c'était d'échanger sur la guerre au Proche-Orient. Est-ce qu'on peut parler de succès pour cette visite de Justin Trudeau à Washington? Je pense à ça qu'on va pouvoir juger du succès de la visite au cours des prochains jours, prochaines semaines. C'est sûr, d'avoir un tête-à-tête avec M. Biden, c'était très important. C'est un incontournable pour M. Trudeau de justement pouvoir parler avec le président américain, voir est-ce qu'ils sont sur la même page par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Et ça va permettre peut-être, pour une fois, à M. Trudeau, et si on va le voir dans les prochains jours, d'avoir une position plus peut-être cohérente par rapport à ce qui se passe là-bas. On voit que M. Trudeau est très tiraillé par les débats à l'interne, mais également à la grandeur du pays. Donc peut-être de parler avec M. Biden, peut-être M. Biden lui aura donné quelques clés pour s'en sortir, pour être capable d'avoir un discours plus constructif. Mais on voit que le Canada n'est quand même pas un joueur très important dans ce conflit-là. Oui, avant ça, parlant d'être sur la même page, Marie, on a vu que le Canada a haussé le ton un peu par rapport au conflit au Moyen-Orient récemment, mais évidemment, n'a pas le choix de rester collé sur la position des États-Unis, là. On a toujours le choix, mais oui, le Canada se colle vraiment sur la position américaine, très pro-Israël. Israël a le droit de se défendre. C'est beaucoup le discours qu'a repris M. Trudeau. Mais les libéraux ont, oui, exactement la même position que Joe Biden. Mais la différence, c'est que Trudeau essaie de jouer un peu sur les deux tableaux, justement à cause de son caucus qui semble être relativement divisé. Mais son jupon dépasse un peu à chaque fois, là, même quand il essaie de parler de la gravité de la situation humanitaire, de l'importance d'avoir un corridor. On voit qu'il essaie de ménager le chèvre et le chou à l'interne, mais tout en ayant effectivement une position qui est la même que celle de Joe Biden. Oui. Gilles Duceppe, comme le disait Marc-André il y a un instant, on a eu le sentiment que le Canada n'a pas été un gros joueur dans ce conflit, notamment avec les appels aux trêves humanitaires. Est-ce que vous voyez un changement par rapport au rôle du Canada dans le monde depuis l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir? Oui, encore une fois, je le répète, c'est pas la même chose que les relations avec les provinces. Beaucoup d'improvisation. On travaille avant tout sur l'image et ça peut provoquer des choses incongrues comme ce fameux voyage en Inde et le déguisement. Mais on est très loin de l'époque de Pearson en 56 avec les casques bleus dans le conflit du canal de Suez, de Brian Mulroney qui a vraiment pris un leadership à l'échelle planétaire sur la question de l'apartheid en Afrique du Sud, s'opposant à la Grande-Bretagne aux États-Unis, ce qui est pas peu dire, là. Et de Jean Chrétien aussi, qui n'a pas suivi Bush sur la guerre en Irak. Donc, on n'est pas là. On tente de se faufiler et on reste derrière le rideau en bout de ligne. Ouais. En terminant, je veux revenir avec vous sur cette onde de choc qu'on a vécue dans les médias du Québec cette semaine. Le réseau TVA qui a annoncé une réorganisation majeure et coupe plus de 500 postes. Évidemment, ça s'ajoute à plusieurs autres mises à pied dans le secteur des médias au Québec et au Canada. Visiblement, le modèle d'affaires du monde des médias, ça marche plus. Marc-André, la loi C-18 va finalement entrer en vigueur le 19 décembre. À quel point ça met de la pression sur le gouvernement Trudeau dans ce dossier-là, justement? Oh, c'est clair qu'il y a beaucoup de pression sur le gouvernement Trudeau, sur la ministre Pascale Saint-Onge, mais également le gouvernement fédéral va devoir reconnaître que C-18, là, c'est un échec, là. Je veux dire, on a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois, quasiment plusieurs années. Malheureusement, ça ne donnera pas les fruits que le gouvernement espérait, là. Donc, je pense qu'il faut reconnaître que c'est un échec. Et je pense que c'est dans ce sens-là que Mme Pascale Saint-Onge devrait travailler présentement, là. Elle a comme pas le choix de dire on efface et on recommence, parce que présentement, C-18, là, si Google se retire là d'ici le 19 décembre, va s'appliquer à personne, là. Donc, on va avoir fait un projet de loi qui ne sert à rien.
Et ça, c'est très désolant. Oui. D'autant plus que Meta, Marie, a déjà claqué la porte des négociations. Bon, il y aurait des négociations en cours en ce moment avec Google, mais on n'en sait vraiment pas plus puisque la ministre Saint-Onge, justement, accorde pas d'entrevue à ce sujet. Est-ce que le gouvernement Trudeau, Marie, s'est peinturé dans le coin dans ce dossier-là? Oh, ben, la ministre Saint-Onge se retrouve avec une patate chaude, là, mais je pense qu'il va falloir qu'elle réalise à quel point elle est dans un cul-de-sac, là, avec ses 18, parce que non seulement, oui, Meta a quitté les négociations, mais Google laisse entendre aussi qu'il préférait plutôt, contribuer à un fonds commun pour soutenir les médias que plutôt que l'application de C-18. Donc, Marc-André le mentionne bien, c'est une loi qui va finir par s'appliquer à personne. Donc, ça se fera pas pour aider les médias, au contraire. Donc, effectivement, il faut qu'elle fasse table rase puis qu'elle retravaille sur autre chose. Elle a fait certaines entrevues aujourd'hui, puis honnêtement, c'est un discours qui est le même discours qu'au début de la crise des médias en 2017-2018, où on parle encore de virage numérique, de modernisation des lois, va falloir travailler ça au cours des prochaines années. Donc, on sent pas non plus le sentiment d'urgence, alors que le monde des médias, très largement, est extrêmement fragilisé. Et ça se fait aussi où il y a un enjeu démocratique de circulation d'informations aussi à ce niveau-là. Oui. Farouk, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a comme un thème aujourd'hui avec M. Trudeau. Marie parlait de chèvre et de chou. M. Duceppe parlait de rester derrière le rideau. C'est un peu le cas pour C-18 également. En politique, en général, quand on essaie de plaire à l'un et à l'autre, ce qu'on risque de faire, c'est de plaire à personne. En d'autres mots, on aura une position sans électorat. Et j'ai l'impression que M. Trudeau, dans plusieurs de ces dossiers-là, a joué au grand parti de centre, semble perdre son électorat. Et à un moment donné, pour ce qui est du financement des médias, il n'y a pas 53 000 solutions. Soit on laisse aller, puis on laisse la loi du marché décider, à ce moment-là, c'est un enjeu de démocratie. Soit on se dit qu'il faut créer un fonds public avec de l'argent et qu'on va aider à la diversification des médias. C'est un ou l'autre et il faut faire un choix. Oui. Gilles Duceppe, Marie parlait il y a un instant du sentiment d'urgence. Je vous demanderais, est-ce que les gouvernements qui se sont succédés à Ottawa ont une part de responsabilité pour justement ne pas avoir agi à temps pour mettre finalement au pas les géants du Web? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voyait ça arriver. On n'a pas pris ça suffisamment au sérieux. Oui, il y a une responsabilité, mais il y a une absence de consultation et de coordination. Je trouve par ailleurs que les conservateurs ont la pire des positions. Faut pas toucher aux GAFAM. La seule position qu'ils ont, c'est de fermer CBC. Alors, je pense qu'on doit plutôt se pencher sur des solutions plus concrètes. Une de celles-là pourrait être, pour Radio-Canada, d'avoir la même politique envers Radio-Canada CBC que celle existant en Grande-Bretagne envers la BBC, c'est-à-dire plus de publicité. Il n'y a pas de publicité de la BBC. Donc, à ce moment-là, la publicité irait vers les diffuseurs privés. Mais il faut aussi dire que c'est absolument absurde, inacceptable que nos diffuseurs paient des taxes ou des impôts ou sont assujettis à certains règlements alors que les GAFAM ne le sont pas. Ça n'a pas aucun bon sens. C'est des milliardaires qui se moquent de tout le monde à travers la planète. Alors, il faut, je pense, avoir une coordination, non seulement à l'interne, mais avec d'autres pays également. Oui. Marc-André, je termine avec vous. Qu'est-ce que vous pensez justement de la position des conservateurs dans ce dossier-là? Ben, je pense que les conservateurs n'auront pas le choix de se positionner là, par rapport à ce qui se passe présentement. C'est certain que c'est un enjeu qui est là aujourd'hui. Donc, je ne serais pas surpris quand même d'avoir une certaine évolution là, par rapport à leur position, parce que c'est vrai qu'il y a sur certains aspects de la crise médiatique présentement, les conservateurs ne se sont pas prononcés assez clairement et M. Poilievre n'aura pas le choix de le faire parce que ce sera un enjeu, là, bien entendu, entre aujourd'hui et la prochaine campagne. Et entre-temps, ça cause des effets désastreux dans le monde des médias canadiens. Farouk, Marc-André, Marie et Gilles Duceppe, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.